Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast à soir. Bonjour, mon cher Rust. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va super. L'éclairage est pas au top, mais on fait avec les moyens du bord. Rust qui a c'est super. reçu sa nouvelle lampe, là on va bientôt lui passer. Donc vous allez voir. Ah, la fameuse, la ring light. Exactement. Ouais, parce que là, Là, on est à peu près. c'est un peu. Parce que j'irradie comme le soleil. C'est un peu difficile. Là, on va vous parler de la catégorie lightweight. Oui, c'est vrai, la catégorie lightweight qui récoltait les dividendes de ses gloires passées. Mais là, on a l'impression qu'un vent de fraîcheur souffle sur cette catégorie. On lance le générique. Soit. Catégorie des poids légers, moins de 70 kilos, trop longtemps, qui a été peut-être, été prise en otage par des Conor McGregor, des Khabib Nurmagomedov, et désormais, on a quelqu'un qui s'appelle Charles Oliveira, on a aussi un certain nombre de contenders valeureux, mais surtout, des membres du top 10 qui sont jeunes, qui ont les dents longues, et qui ont envie de, justement, partir à la conquête de cette ceinture. Bah oui, c'est ça qui est bien en fait, c'est que c'est vraiment intéressant qu'il y ait ce changement de garde parce que effectivement, en fait, je vais pas vous cacher, j'espère que Charles Oliveira va gagner contre Justin Gaethje parce que vraiment, même si on parle d'un vent de fraîcheur et vous pourriez nous répondre, bah oui, mais Charles Oliveira, il est là depuis 10 piges, donc le vent de fraîcheur, on repassera, tu vois. Mais c'est un vent de fraîcheur dans le sens, on change de visage en fait. C'est-à-dire que même s'il était là depuis le début dans les buissons, bah là vraiment il prend le devant de la scène en tant que quelqu'un de nouveau et donc nous enfin disons pour les gens qui sont des fans un peu hardcore, bon bah c'est clair qu'il était connu, mais quand vous passez champion UFC, clairement vous changez de dimension aussi même auprès des gens globalement en fait. Et donc pour probablement l'écrasante majorité des gens qui suivent le MMA de manière tu sais un petit peu distancielle, etc., ben ça fait vraiment une nouvelle garde. Et c'est vrai que les Benil Dariush, et d'ailleurs Benil Dariush pareil, hein, il est là depuis longtemps aussi, Islam Makhachev, bon il est un peu plus effectivement de la nouvelle génération, mais tu vois, on parlait en off de Raphaël Fiziev, on parlait de Brad Riddle, mais c'est vrai que Arman Tsarukyan aussi, je suis en train de regarder les rankings, c'est vraiment, c'est agréable de voir qu'il y a dans cette dimension, dans cette catégorie, qui est vraiment une catégorie ultra pleine, ben, il y a vraiment une nouvelle garde qui arrive et qui est aussi excitante que la précédente. Alors, aussi excitante, je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est quand même chaud de faire, comment dire, de créer une génération qui sera autant, Ouais, non, parce que c'est autant d'engouement, ouais, voilà, que les Khabib et Conor. Bah surtout, ce qui est dingue, c'est Khabib, Conor, Dustin Poirier, Justin Gaethje, ils ont tous le même âge. Ça, c'est dingue. Non, ça, c'est vrai que c'est ouf. Hein. C'est vraiment. Effectivement, je pense que là, on peut parler de la meilleure génération de tous les temps, enfin à l'UFC, en disant le catégorie lightweight, quoi. Bon, après, c'est un sport qui est encore jeune, hein, donc c'est appelé à changer, mais c'est clair que, enfin, tu vois, de la même manière qu'en kickboxing, on parle de la golden era de la période en or qui étaient les Andy Hughes, Ernesto Hoost, comment s'appelle-t-il, la 2m11 semi-shield, etc. Ben, de cette même manière, effectivement, je pense que là, c'est vraiment, on peut parler de la période d'or qui est en train de se terminer, qui était des quatre qu'on vient de nommer, quoi. C'est ça, et Tony Ferguson, évidemment. Donc c'est vraiment cool là de voir qu'on est en transition. Enfin, je trouve ça vraiment stylé, tu vois. On a tous là vécu, tous autant qu'on est devant nos écrans, on a vécu cette période-là qui était vraiment une période en or. Et on est en train de passer à la suivante, et je trouve que c'est vraiment super stylé, quoi. Et pas de regret, tu vois, parce qu'elle a l'air tout aussi excitante, donc tout est cool, tout s'imbrique bien, et on a de la chance en tant que fan, quoi. Ça va être tout aussi excitant, mais est-ce qu'il y aura, à ton sens, ou peut-être qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire, hein, quelqu'un qui va réussir justement à symboliser la suite? Moi, j'ai surtout l'impression là que ce qui va être bien, c'est qu'on va voir, et puis même là, on le voit à l'UFC plus globalement, et c'est ça que je trouve qui est
intéressant avec le MMA aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de champions dominants, tellement le niveau est élevé, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça tourne énormément. Vous regardez la plupart Ouais. des catégories, enfin là, le champion le plus ancien, je crois, enfin, qui détient la ceinture depuis le plus longtemps, c'est le plus de temps, c'est Kamaru Usman, et il a remporté sa ceinture en mars 2019. Enfin, c'est il y a Bah, c'est 2 ans. fou. Enfin, Ouais. 2 ans, ouais, bientôt 3. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a plus les longs règnes comme il y avait à l'époque. Ouais. Ah non, non, complètement. Mais c'est, en fait, j'allais dire, c'est ce qui est cool, mais je suis partagé parce que c'est vrai que d'un autre Idem, côté, ouais. c'est le fait d'avoir des champions dominants qui faisait avancer paradoxalement le sport plus vite aussi, en fait. Parce que comme on le sait, le sport a besoin de stars. C'est vraiment, enfin, tu vois, un jour, on fera, je pense, un podcast sur qu'est-ce qu'aurait été l'UFC sans Conor McGregor. Et c'est vraiment intéressant. C'est pas une petite question parce que évaluer l'impact d'un gars comme Conor McGregor, et là, c'est pas, entre guillemets, la sueur fanboy ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je crois qu'objectivement, bon, de toute façon, on n'est pas les seuls à le dire, tu vois, même les médias américains étaient en mode, grâce à Conor McGregor, on a vraiment, il y a eu un âge d'or et il y a eu un avant-après, même en termes, tu vois, de visites sur les sites, en termes d'impact des interviews, en termes d'intérêt du grand public, il y a eu un avant-après. Et tous les combattants sont d'accord pour le dire aussi, hein. Enfin, vraiment, le nombre de combattants dont Conor McGregor a été une influence sur, pas forcément comportementalement, tu vois, mais au niveau du business, de voir sa carrière comme vraiment un capital qu'il faut savoir gérer et vraiment valoriser. Ça c'est quelque chose. Je me souviens, c'est Jimmy Manuwa qui disait ça. Alors je sais pas pourquoi est-ce que je pense à lui, mais c'est vraiment, je trouve, une bonne illustration de tout le monde et pas que les champions et sont vraiment ont été en mode ok, il faut que je vois mon image comme une marque que je dois vendre et valoriser pour en tirer profit et ne pas me faire entre guillemets utiliser pour moins que je ne le vaux, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant et pour faire le cercle complet sur ce dont on parle depuis le début du podcast, eh ben ça a aussi été possible parce que Conor McGregor était une force dominante sur le MMA pendant quelques années, quoi. Enfin, je pense peut-être à partir du moment où il est arrivé en MMA jusqu'à son combat peut-être contre Eddie Alvarez, un truc comme ça, ben c'était vraiment. Alors il a été champion plus de deux catégories, mais il n'a pas défendu son titre. Mais disons, c'était vraiment il était une force écrasante partout où il passait, quoi. Et ça, que ce soit pour Georges Saint-Pierre et son règne, que ce soit pour John Jones et son règne, ben, ce sont ces champions dominants qui deviennent connus du public beaucoup plus large que le MMA en lui-même, qui dépassent le MMA en lui-même et donc qui font avancer le sport. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais je suis un peu partagé parce que d'un côté, c'est très bon signe. Ça veut dire que vraiment le niveau augmente de manière globale, c'est exactement ce qu'on demande. Il y a qu'à voir la qualité des oppositions quand tu fais les combats entre eux-mêmes, genre un 15e et un non classé à l'UFC. Généralement, c'est de très très gros et particulièrement dans les catégories comme lightweight et tout ça, c'est de très 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 gros niveaux. Mais est-ce qu'une période là, en mode, tu sais, dans la fin de Sicario, c'est ce qu'ils disent, tu vois, le problème c'est que si tu coupes la tête du poulet, ben en gros il court partout et c'est le bordel. Ben est-ce que quand c'est le bordel, ça fait avancer le sport de la même manière? C'est ça la question et je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant, on va y répondre tout de suite, Rust. Bah, je pense que ça ne fait pas avancer le sport. Je pense que le sport a vraiment besoin de visage, on pense notamment, j'ai en tête cette catégorie, il a été heavyweight, tu vois, sur la fin du règne de John Jones, où c'était plus comme avant, plus comme ce, ce début de règne de John Jones où il avait enchaîné les champions, donc Shogun Roi, Lyoto Machida, Rampage Jackson, Oui, Rampage, Rashad. Rashad Evans, enfin absolument monstrueux. Je crois qu'il a enchaîné 5 champions UFC à la suite. La fin c'était un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'on était sur des prétendants qui étaient certes valeureux mais qui avaient plus le même cachet. Je pense notamment à Anthony Smith par exemple. Mais le fait qu'il y ait John Jones, ça faisait que l'UFC s'assurait à chaque fois les 600 000, 700 000 ventes de pay-per-view. Et rien qu'en soit l'arrivée de John Jones, c'était un événement. Et on pourra faire aussi un jour un podcast là-dessus sur John Jones qui aurait dû être le Conor McGregor de l'UFC, mais ça c'est un sujet complètement différent. Tout ça pour dire que, vraiment à mon sens, l'UFC a besoin de ça, même par exemple, Ronda Rousey, lors de son règne, elle a jamais eu besoin, il y a jamais, à part Holly Holm, mais jamais personne
était à sa hauteur. Il y a eu certes ces 2 combats contre Miesha Tate, mais ce que je veux dire, c'est on n'était pas dans une situation où elle écrasait des véritables monstres Ronda Rousey. Mais grâce à Ronda Rousey, l'UFC a pu faire entrer le MMA féminin, ça a pu devenir quelque chose de crédible pour l'organisation, et surtout crédible financièrement au-delà de sportivement, parce que Ronda Rousey, elle a tapé le million en pay-per-view à 2 reprises, premier combat contre Holly Holm, et le combat de retour contre Amanda Nunes. Donc à mon sens, ouais, il faut vraiment des stars, et je suis pas sûr que l'UFC puisse en avoir là chez les lightweight pour la suite. Ben ouais, effectivement. Alors ça pourrait, enfin on verra, hein, on verra qui sort du lot, si quelqu'un sort du lot. Le seul problème de Charles Oliveira, c'est qu'il ne parle pas anglais, et ça, malgré tout, c'est quand même un énorme problème pour son potentiel en tant que star, parce que les gens le surkiffent, et nous les premiers, mais c'est vrai que le fait qu'il ne parle pas anglais, c'est difficile de lui trouver des deals aux États-Unis. Et par exemple, tu vois, tu parlais de Ronda Rousey, et effectivement, c'est vraiment l'exemple parfait, parce que elle a fait... Il y a une raison pour laquelle c'est elle qui est devenue cette star internationale qui vend des millions de pay-per-view et pas une autre fille. C'est effectivement parce qu'elle avait tout en même temps. Au-delà du fait qu'elle écrasait tout le monde, ben elle était jolie, et puis c'est vrai qu'elle parlait, elle avait un charisme, etc. Et ben c'est vrai que elle était capable d'avoir des deals. Alors je sais plus exactement avec qui, mais tu vois, l'exemple qui m'est venu quand tu as parlé de ça, c'est par exemple comment s'appelle-t-il, Anthony Pettis, qui pendant qu'il était champion, il avait eu un deal, et je me souviens que ça avait fait énormément de remous à l'époque, tellement c'était incroyable, avec Wheaties, je crois, ou Wheaters, une marque de céréales, où en gros, lorsque tu étais sur le paquet de céréales de cette marque-là, c'est vraiment, mais c'est que tu faisais partie des Tiger Woods, des Jordan, etc. Et c'est vrai que c'est sur des choses comme ça, en fait, que le sport passe à la dimension supérieure. C'est pas uniquement que sur ce qu'ils vendent en pay-per-view, sur leur impact dans la MMA sphère. C'est vraiment lorsque tu as des gens, donc des gars ou des filles qui sont capables d'avoir des deals de sponsoring avec des marques qui n'ont rien à voir avec le MMA, c'est là où tu vois vraiment l'impact et la progression d'un sport. Et c'est pour ça que, par exemple, Charles Oliveira, et surtout aux States, hein, on parle de ça aux States parce que les States, c'est là où il y a le pay-per-view, c'est le plus gros marché et de très loin. Et par exemple, pour Charles Oliveira, donc le fait qu'il ne parle pas anglais et donc qu'il ne puisse pas parler autant au public américain, aux jeunes du monde anglophone, forcément, ça va poser des obstacles, des limites. Et voilà, c'est ça. C'est peut-être Sean O'Malley en featherweight si jamais il devient champion un jour. Peut-être. J'espère aussi entre guillemets qu'il y en aura un américain, et pas parce que je suis américanophile, genre à toute épreuve, mais simplement que c'est ou anglophone, disons, parce que Conor McGregor est irlandais. Mais je sais pas, tu vois, même si Khamzat devient ultra dominant et un champion ultra dominant, je serais curieux de voir si ça se transmet en pay-per-view, et si ça se transmet de la même manière que n'ont pu le faire des Ronda Rousey et de Conor, sur une progression du sport au global. Le fait qu'il soit issu du Daghestan, enfin de Russie, et qu'il soit pas forcément, qu'il ne parle pas forcément au public américain ou anglophone, ça aura peut-être pas le même impact. Donc je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ça pour dire, effectivement, on est très curieux de voir dans l'année qui va venir comment ça évolue, parce que ça va vraiment être une période charnière pour le MMA s'il n'y a pas de champion, en fait. Sachant que, bien évidemment, on met une petite pièce sur un long règne d'Islam Makhachev. Ouais, mais pareil, est-ce qu'un long règne d'Islam Makhachev, ça se traduit par une évolution du MMA dans le monde global? Je pense. Monsieur Rust, je pense. Parce que, à mon avis, il va vraiment, si tout se passe comme prévu, il prend la suite de Khabib Nurmagomedov. Les gens maintenant, tu vois, sont vraiment, connaissent ce style, donc il y aura moins cette barrière-là. On a vu avec Khabib, quand on avait fait un épisode un petit peu dédié à cet empire qu'il avait réussi à créer, que il a vraiment réussi à capitaliser sur le marché auquel il parlait, auquel il s'adressait. Il montrait surtout qu'on n'a pas besoin d'être américain pour réussir à attirer les marques. Je pense que donc Islam Makhachev peut prendre la suite de ce côté-là. Et si en plus il écrase tout le monde comme Khabib, les gens, à mon avis, vont vraiment... Tu vois, il y aura cette ombre qui sera là, mais une ombre qui sera hyper positive, parce que il y aura ce délire, maintenant, c'est un duo, et ça avait déjà commencé, tu vois, avec Dan Hooker, où les gens étaient en mode, putain, il est télécommandé par Khabib, c'est un truc de malade, et tout ça. Donc, s'il poursuit
ça, face à des véritables contenders, on peut, à mon avis, tu vois, avoir quelque chose qui s'en rapproche. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que peut-être qu'il aura pas beaucoup de supporters aux États-Unis, mais à mon sens, il y aura énormément de personnes qui voudront le voir perdre, tu vois. Il y aura toute la Russie, tous les musulmans aussi qui, à mon avis, voudront le voir gagner, et le public américain, quand tu auras, je sais pas, un Justin Gaethje, un Dustin Poirier, ou même la plupart des prochains contenders, ils seront en mode, on a envie, ou même, peut-être, je pense pas, Conor McGregor qui aura peut-être droit à son title shot contre lui, mais tout ce public-là sera contre Islam Makhachev. Et de ce côté-là, c'est des bonnes affaires pour l'UFC parce qu'ils se garantissent des grosses ventes de pay-per-view. Mais quand tu dis que Khabib a montré qu'il pouvait attirer les marques, etc., c'est surtout des marques dans sa région qu'il a attiré, non ? Je parle de ça pour lui. Mais dans le sens, à mon avis, Khabib, on n'a pas les, enfin, tu sais, on a les chiffres de ses audiences chaque fois qu'il combattait et c'était énorme pour la Russie. Mais je pense qu'il a fait progresser, et là, ce que je dis, clairement, je me base sur rien du tout. Mais ce que je veux dire, c'est, non, mais dans le sens, c'est juste une impression personnelle, mais tu vois, j'ai pas de chiffres pour backer ça. À chaque fois, on était peut-être un peu déçus des pay-per-view de Khabib seul, dans le sens où il était à 600 000, enfin, ce qui est quand même très bien, hein. C'est pas niveau Conor McGregor, mais c'est pas mal. Donc c'était, tu vends quand même pas mal de pay-per-view. 2, ça te permet d'entrer dans des endroits où peut-être tu n'aurais pas été. La Fight Island, je pense que Khabib y a contribué d'une manière ou d'une autre parce que, je pense pas que Abu Dhabi aurait autant payé s'il y avait pas eu cette garantie d'avoir le combat de Khabib Nurmagomedov. Après, ils ont eu aussi le combat de Conor McGregor, ce qui est les deux plus grosses stars, ils les ont eu. Donc, à mon sens, tu vois, ça te permet de progresser dans des régions où t'as pas été. L'UFC qui fait ses débuts en Russie, pile durant le règne de Khabib Nurmagomedov, il a pas combattu, mais il y a des gars de son équipe qui y étaient, il était présent dans la salle, donc ça aussi, ça a fait progresser le sport. Et je pense que là, à mon avis, un Islam Makhachev prend la suite sur tout ce qu'est, tu apportes avec toi la Russie, et le Moyen-Orient. Moyen-Orient, on voit bien en boxe anglaise que c'est pas négligeable pour organiser des combats et pour payer des sommes ultra conséquentes pour justement organiser des événements. C'est vrai, j'attends de voir, en fait. Je sais. Dans le sens, tu vois, je pense que c'est plus intéressant pour l'UFC que quelqu'un comme Fiziev, tu vois. Fiziev, c'est intéressant, mais il représente pas, enfin, tu sais, il va pas être backé par énormément de personnes. Cyril Gane, ce qui fait que l'UFC est hyper intéressé par lui, c'est parce que il y a le marché français, il y a cette image de la France qui les intéresse, il y a ce rêve de se dire, on va peut-être avoir un événement UFC, ils pensent tout de suite à la Tour Eiffel, ils pensent à tout ce que ça apporte quelque part. Donc pour eux, c'est intéressant directement parce qu'ils se disent, bon, c'est une grosse opportunité de business. Fiziev, bon, c'est un petit peu plus difficile. C'est vrai. Après, faut voir au niveau du style. En fait, je me demande si Khabib, le fait qu'il ait eu autant de succès, bon, à part le fait que c'était un destructeur et qu'il a pris tout le monde tout le temps, je me demande s'il n'y avait pas aussi ce côté, même si son style n'est pas forcément très spectaculaire, même s'il est d'une efficacité, on n'a même plus à en parler, mais je ne sais pas si c'est pas couplé à la personnalité Khabib, je sais pas si ça marche aussi bien. Parce que, en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, il ne me transmet pas grand chose, Makhachev, en tant que personne. Et du coup, il a, quoi qu'on en dise, il a une aura quand même, Khabib, et je ne la retrouve pas chez Islam Makhachev. Et je ne sais pas, ça pourrait jouer aussi sur l'impact médiatique qu'il aurait, ou peut-être l'impact auprès des gens. Parce que, mine de rien, c'est un tout. Devenir une superstar, c'est un tout. Et il suffit qu'il manque une personnalité ou un charisme et ça marche pas. Donc, je suis encore un peu circonspect par rapport au star potentiel de Islam Makhachev. Affaire à suivre, mon cher Russ. Mes derniers points et points les moindres. Les points les moindres. Si ce n'est pas Islam Makhachev, qui est-ce? En lightweight, j'ai envie de répondre cette star qui n'est pas encore, qui ne s'est pas encore révélée, quoi. Darren Till. Ouais, Darren Till. Non, je sais pas. Faudra qu'on voit, mais de toute façon. Pour l'instant, je pense que, à mon avis, il n'est pas à l'UFC. Je pense que ça va être très intéressant les prochaines années, mais je pense que la prochaine star n'est pas à l'UFC parce que là, on est vraiment dans une situation où j'ai pas envie de dire que tout le monde peut battre tout le monde, mais ça va être très très compliqué d'avoir un champion durable. Charles Oliveira, là, vous pouvez sauvegarder cet extrait.
Sauvegarder. Vous le trouvez très impressionnant, je le trouve aussi très impressionnant, mais ce style-là, à mon sens, n'est pas durable, tu vois. Et si ça passe là, il y a un autre striker qui va arriver. Enfin, honnêtement, il y a Justin Gaethje qui arrive. Justin Gaethje, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé sa déclaration, où il est parfaitement conscient de ce qu'il doit faire, et il est clairement en mode j'ai intérêt à avoir mon striking au point, sinon je suis mort. Ouais. Enfin, il a vraiment dit ça. C'est tellement stylé. Ouais, il a dit mot à mot. Ouais. Et ça, c'est super parce que, on sait qu'il sait. Il se raconte pas d'histoire avec je vais passer mon temps à taffer. Bien évidemment, il va taffer le JJB et tout, mais il sait que s'il va au sol, non, ce sera terminé, ça va être rapidement plié. Donc ça fait plaisir. Donc il y a Justin Gaethje, et s'il s'impose contre Gaethje, ensuite il y a Islam Makhachev. Après, c'est un petit peu plus flou pour la suite. Mais en tout cas, il y a deux mecs qui vont vraiment le tester dans des domaines différents. Et après, tu vois, ce que je me dis, c'est que ça passe pas pour eux. T'auras peut-être on en est loin aussi, mais tu vois un Fiziev qui va le challenger aussi sur le striking. Et avec son style, j'ai vraiment du mal à le voir durer, Charles Oliveira, parce qu'il se prend trop de dommages, tout simplement. Ouais, bah, c'est sûr. En fait, c'est moi aussi, ça me fait peur parce que j'ai... Mais par contre... Poirier, ouais, c'était dur. Enfin, on se disait vraiment... face à un artiste qui est capable de mettre KO sur un coup, vraiment ça peut être chaud quoi. Mais effectivement, je suis d'accord, c'était tellement stylé cette phrase de Gaethje. Enfin, en gros, j'adore le fait que là, on est vraiment dans une situation où maintenant tout le monde sait grosso modo que si ça va au sol, ils sont morts. J'adore. Enfin, tu sais, ça fait vraiment t'as des conséquences là au combat qui viennent, c'est énorme. Enfin, c'est vraiment en mode les mecs sont des assassins dans leur domaine, et si jamais tu te retrouves, genre si tu fais un zig au lieu de faire un zag et que tu trébuches et que tu te retrouves dans le domaine de l'adversaire trop longtemps, bah en gros, comment dire, t'es comme un lion mais dans l'eau et au milieu des requins, tu vois. Et j'adore ça. Et c'est vrai que ça, c'est trop stylé. Mais du coup, en vrai, je devrais pas le dire, mais vraiment, j'ai tellement envie qu'il gagne Oliveira juste pour Makhachev, quoi. Mais bon, un autre podcast pour un autre temps. Un autre podcast pour un autre temps, mon cher Russ, et je termine avec cette info qui est particulièrement intéressante parce que j'ai envie qu'il fasse ça. Ça bouleversera un petit peu notre calendrier et ce qu'on souhaitait, mais l'UFC a donc booké Rio pour le grand retour de l'organisation au Brésil au mois de mai prochain. Ok. Main event, Charles Oliveira contre Justin Gaethje à Rio. Je suis pas sûr que ce soit Rio, je suis juste pas sûr que ce soit Rio, c'est au Brésil, mais bref. Probablement dans une grande enceinte. Ouais. Je signe tout de suite, mais vraiment je signe tout de suite. Et puis tu sais, tu fais un petit... Après, tu vois, j'avais pensé un petit peu aujourd'hui, mais je me suis dit peut-être pas parce que ça fera un petit coup de clim, c'est s'ils mettent Glover contre Jerry Prochaska. Mais là, je pense que le public sera pas content. Néanmoins, j'ai de gros doutes sur le fait que l'UFC organise Oliveira contre Gaethje à Rio. Je pense que plutôt, tu vois, ils vont opter pour Glover contre Jerry et Charles Oliveira contre Justin Gaethje. Je pense qu'on l'aura aux États-Unis. Ouais. Parce que Glover contre Jerry Prochaska à Rio, vous créez forcément l'événement, parce que l'UFC, ça fait longtemps, ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas... Le dernier combat, c'était Charles Oliveira contre Kevin Lee, donc c'était il y a 2 ans, donc là, et puis c'est un très très gros marché pour l'UFC le Brésil, donc quoi qu'il arrive, vous pouvez même mettre une carte qui est pas folle, les gens seront là. Alors que Charles Oliveira contre Justin Gaethje, je pense que l'UFC sera plutôt tenté de faire ça aux États-Unis. En tout cas, seul l'avenir nous le dira, mon cher Rust. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à my sweet protein. Et puis voilà. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya. I'm fucking coming for you!